On se retrouve aujourd'hui avec Jean-Louis, qui est du club de Toulouse, hein, qui est comme moi un peu pousseur de figurines et grand amateur un peu de romans historiques et tout ce qui touche à l'histoire. Et donc on avait envie tous les deux de se faire une petite session sur les romans historiques, évidemment qui touchent à la guerre, puisque nous c'est quelque chose on apprécie particulièrement un peu tout ce qui est bataille, etc. Mais plus largement un peu des époques. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'époque moderne. Donc, Jean-Louis, déjà, est-ce que tu veux un peu plus te présenter et si c'est le cas, un peu démarrer sur les romans à l'époque moderne. Ok, donc Jean-Louis, donc j'ai 60 ans. Donc j'ai commencé très tard sur la figurine, puisqu'en fait ça fait 4-5 ans que je pousse du plomb. En revanche, j'ai découvert il y a très longtemps les figurines en plastique Airfix. Et mon parrain m'avait offert dans les années 60 les costumes et armes Napoléon et costumes et armes de tous les temps de Liliane et Fred Funken. Voilà, donc au niveau, alors, pour revenir sur la session livre, roman et accessoirement film, donc avec Jérémy, on va commencer par peut-être le premier roman historique que tout le monde a plus ou moins lu, c'est-à-dire Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, et surtout la trilogie, puisque au départ on a Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, et Le Vicomte de Bragelonne. C'est ça. Donc, ces trois romans répondent à trois périodes différentes de la vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit bien l'évolution des personnages, et même alors, au niveau militaire, on voit surtout l'évolution au niveau des Trois Mousquetaires avec le siège de La Rochelle. Ouais. Et ensuite, effectivement, au niveau du corps d'élite. Alors, bon, voilà ce qu'on peut dire sur Les Trois Mousquetaires. Non, je pense que c'est certainement le roman le plus connu pour cette époque, hein, et qui est resté le plus même dans l'imaginaire populaire. Après, on reviendra sur les films qu'il y a eu sur les Trois Mousquetaires, mais même l'image qu'on en a avec cette casaque bleue, et en effet, c'est quand même assez caractéristique de l'époque, de la manière dont on a aussi de faire la guerre, avec bien l'arquebuse, hein, donc, qui vient un peu du mousquet, l'arquebuse, etc. Et tu l'as dit, hein, c'est un corps d'élite au sein de la maison du roi. Donc je pense que ça a joué beaucoup un peu dans l'imaginaire qu'on a sur les mousquetaires. Un autre roman qui découle, il me semble, des Trois Mousquetaires et aussi iconique, c'est Le Masque de Fer. Alors Le Masque de Fer, qui alors n'est pas un roman en tant que tel. Enfin, il y a eu des romans Le Masque de Fer. Je crois que par exemple Marcel Pagnol avait écrit un roman sur Le Masque de Fer. Mais Le Masque de Fer fait partie de l'intrigue du Vicomte de Bragelonne. D'accord. Donc de la troisième partie. Par contre, effectivement, il a fait l'objet de films particuliers, c'est-à-dire que dans la trilogie, ce qui n'a été que rarement tourné, c'est 20 ans après. Voilà. À ma connaissance, enfin de mémoire, plus exactement, pas à ma connaissance, mais de mémoire, il n'y a qu'une série, Les Trois Mousquetaires des années 70. Ouais. Qui a repris les trois récits, donc Les Trois Mousquetaires 20 ans après, et Le Vicomte de Bragelonne, qui a traité donc ces trois romans. Ce qui est dommage parce que 20 ans après parle notamment de la révolution anglaise de Cromwell, ouais. Et c'est une partie qui est d'ailleurs relativement bien traitée, avec notamment le rôle des mercenaires, le rôle des Écossais. Il y a la description d'une charge de cavalerie de l'époque.
avec les fameux escadrons espacés. Enfin, ça peut être assez intéressant en description. D'accord. On verra après, hein, mais c'est vrai que là, en fait, 20 ans après, il n'y a eu que 2 films sur les Trois Mousquetaires 20 ans après. Un de 89, Le Retour des Mousquetaires, et Mousquetaires 20 ans après, un de 92. Donc, si on compare par exemple aux autres films, le plus adapté, c'est les Trois Mousquetaires, mais on y reviendra après un peu plus tard dans la partie film. En roman, sur cette époque-là, il y a la série Fortune de France, Alors, qui est sur cette époque-là et en pendant, il y a effectivement la série Fortune de France. Alors, Fortune de France a été écrite par Robert Merle, et elle a été écrite entre 1980 et 2003, année de la mort de Robert Merle, et ça s'étage du règne de François Ier, donc à la prise de pouvoir par Louis XIV, puisque le dernier roman, la fin du dernier roman, indique que Louis XIV régnera seul, sans Premier ministre. tout à fait. Alors, il y a en fait deux époques dans cette Fortune de France. Il y a le père et le La fils. première époque, c'est la vie de Pierre de Siorac, qui tient la plume. Pierre de Siorac est un cadet du Périgord, Ouais. qui a ceci de particulier qu'il est également médecin, donc les deux aspects sont Intéressant. traités, à la Ouais. fois l'aspect, on va dire, militaire, puisqu'il va participer, ou son père va participer à l'ensemble des guerres de religion, donc de François Ier jusqu'à Henri IV, et ensuite c'est son fils Pierre-Emmanuel de Siorac qui va reprendre la plume, donc sous le règne de Louis XIII, et donc la Fronde et le début du règne de Louis XIV jusqu'à la mort de Mazarin. Alors là, par contre, au niveau militaire, on voit bien l'évolution, puisqu'au départ, son père fait partie du régiment, de la bande de Guyenne, donc les premiers régiments levés par François Ier. Ouais. Et donc Pierre de Siorac va donc participer à l'ensemble des guerres de religion, y compris à certaines batailles. Et là, on va bien voir l'évolution, puisque au départ, on est encore dans quelque chose qui relève un peu de la bande du Moyen-Âge, avec le chevalier, son écuyer, et puis ses soldats qui sont très proches de leur capitaine. Ouais. Pour finir avec Pierre-Emmanuel de Siorac, qui lui va participer au siège de La Rochelle et aux guerres de Piémont sous Louis XIII, avec effectivement la masse régimentaire, c'est-à-dire qu'on ne va plus parler du soldat, mais on va parler du régiment, du bataillon, de la compagnie. Voilà. Et avec quelque chose qui va être de moins en moins individuel et de plus en plus, on va dire, du balai réglé, donc pour aller vers les guerres modernes telles qu'on les connaît maintenant. C'est vrai que souvent on a tendance à l'oublier, mais les guerres de religion, en particulier en France, ont été particulièrement importantes dans la manière, même pour toute l'Europe. Nombre d'officiers étrangers se sont formés en fait dans les différentes nations qui vont s'affronter pendant les guerres de religion en France, et ça a beaucoup influencé par la suite la manière de faire la guerre. Je pense par exemple au prince d'Orange, plusieurs ont clairement été des officiers protestants dans les armées en France, et ça a permis un peu une sorte de laboratoire avant évidemment la guerre de 30 ans et les autres guerres. Oui, de toute façon, très clairement, c'est la fin des guerres de Suisse qui ont remis l'infanterie à l'honneur. Oui. Et ensuite, effectivement, la redécouverte de l'Italie de l'Antiquité, qui ont mis en œuvre les écrits des militaires, et c'est là qu'on a recommencé à reparler de capitaine, de sergent, on a réinventé la Légion quelque part. C'est ça, tout à fait. On peut peut-être commencer à évoquer aussi une célèbre série télé, mais qui est à la base l'adaptation d'un roman. Je pense à Angélique, que je ne connais pas du tout, mais que toi, c'est bien ton époque. Oui, Angélique. Alors, un truc particulier, effectivement, Angélique, il est de bon ton de railler Angélique. C'est vrai que les films, encore que j'ai toujours apprécié la prestation de Jean Rochefort en degré, c'est-à-dire en maître policier de la cour chargé de maintenir l'ordre à la cour des miracles. Ouais.
Donc les films, ben, si tu les as jamais vus, tu peux les voir un jour. C'est quand même, il y en a certains qui sont à voir, d'autres tu peux les éviter, surtout parmi les derniers. Ouais. Hein, ils sont quand même assez alimentaires. Les romans sont également inégaux, pardon. Donc moi je suis tombé dessus un peu par hasard à une époque où j'avais du temps pour lire et que je lisais beaucoup, vite et beaucoup. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas, puisqu'il y avait à la bibliothèque municipale toute une rangée d'Angélique, en veux-tu en voilà. Somme toute, c'est pas si mal écrit que ça. Ça décrit bien l'époque. Ouais. C'est une série donc, qui a été écrite par, contrairement à ce qui est écrit sur les jaquettes, Anne Golon et non pas Serge et Anne Golon. Anne Golon s'est plainte d'avoir été caviardée, et normalement a dû réécrire les romans, puisque effectivement c'est des romans qui datent des années 50 et il était mal vu qu'une femme écrive directement sous son nom. Alors moi c'est vrai que quand tu me l'as présenté, je suis un peu allé voir, et c'est vrai que sur la page Wikipédia c'est Anne Golon hein, qui est mise en avant, et même son Serge Golon est estimé comme co-documentaliste. Voilà. Et donc effectivement, mais il y a alors, ce qui est intéressant, c'est que ça couvre effectivement tout le règne de Louis XIV, et ça commence avec la Fronde, des révoltes de Croquant, ça traite de la cour des miracles, ça traite également de la réforme de l'île de Nantes. Ça traite également du commerce, ça traite, à l'époque, d'une période dont je n'avais aucune idée, c'est-à-dire l'attaque ou le soutien au siège de Candie par Louis XIV contre les Turcs. Okay. Voilà. Il y a différentes choses. Oui. Même si effectivement c'est un petit côté exotique, Moulay Ismaïl au Maroc, c'est assez étonnant. Bon, il y a quelques anachronismes effectivement, parce qu'il y a quand même tout un côté roman, d'aucuns diront roman à l'eau de rose, mais je dirais que c'est pas plus mal que d'autres séries historiques. Ok, je pense, donc en gros, hein, pour... certains volumes valent le détour. Voilà. Alors, oui, tout à fait. Hein. Donc ça commence en 1638, l'année de sa naissance, et donc ça finit en 1680, lorsqu'elle est au Québec. Et donc ça nous permet de faire une petite transition hein, pour un peu s'éloigner de la métropole, mais pour aller au Québec et évoquer celui qui est... En Nouvelle-France, pas au Québec, en Nouvelle-France. Oui, en Nouvelle-France pour l'époque. Le roman qui est certainement le plus connu, hein, c'est Le Dernier des Mohicans hein, de Cooper, et qui évoque un peu hein, l'affrontement entre les Français et les Britanniques avec les tribus indiennes qui prennent parti pour chacun. Mais toi, tu avais d'autres. Alors évidemment, on reviendra sur le film, hein, qui a certainement marqué toute une génération, en particulier avec cette musique. Mais on va donc peut-être proposer d'autres romans sur cette époque, et en particulier ceux de Conan Doyle. Alors, Conan Doyle a écrit effectivement sur cette période un roman qui s'appelle Les Réfugiés. A priori, il a écrit une série sur les aventures de Micah Clarke, qui est un Bostonien ou un New-Yorkais, je ne sais plus exactement, mais enfin sur cette époque. Alors, Les Réfugiés, ça traite en fait de la réforme de l'édit de Nantes, puisque la première partie se passe à Versailles, avec un officier français protestant qui est au garde du roi, de la Manche ou au garde de la Porte, je ne sais plus, et qui se retrouve contraint d'immigrer, bien entendu, un peu contre son gré, et qui part en Nouvelle-France, puisqu'il avait été effectivement officier en Nouvelle-France auparavant, et il part avec Micah Clarke. Et à partir de la deuxième partie, donc relate le voyage de ce groupe d'immigrés, donc de Québec via Montréal et via la vallée de l'Hudson,
pour repartir sur les colonies anglaises. Ok. Donc la baie d'Hudson a toujours été l'autoroute entre les deux colonies françaises et anglaises. Tout à fait. Tu avais aussi un autre, je pense, d'un auteur un peu local. Alors, un auteur un peu local, mais que je recommande, voilà, parce qu'il a effectivement écrit de nombreux romans historiques. Ouais. Donc de Michel Perramort, Les Tambours sauvages, qui commence en Périgord, donc à la fin du règne de Louis XIII, donc par une révolte de croquants et qui se termine à Montréal par un fameux massacre dont, comme tout à l'heure, j'ai oublié le nom, mais qui a décimé la colonie de Montréal. Mhm. Et donc c'est sur toute cette période-là. Donc Michel Perramort est quelqu'un qui écrit très bien, donc il n'y a pas de raison de s'en passer. Ok. Voilà. Et là aussi, on est encore en Nouvelle-France. Donc pour les joueurs de figurines, autant les réfugiés, la deuxième partie, que dans les Tambours sauvages, on peut trouver matière, comme dans effectivement le dernier des Mohicans, on peut trouver matière à jouer à Shark Practice. Tout à fait, il y a Shark Practice et là il y a une nouvelle adaptation de Mousket and Tomahawk qui vient Voilà, tout mais juste de celle-là, sortir. je n'ai pas encore vu donc. Voilà. Mais en gros, pour faire de cette période-là, hein, la période des guerres, on va dire des guerres indiennes, si on peut dire, je sais pas comment. La guerre franco-indienne. La guerre franco-indienne. Les guerres franco-indiennes, eh bien, on peut très bien le jouer en escarmouche. C'est souvent ce qui est le plus adapté pour la période. On voit rarement les grandes batailles hein, en 15 mm, en 28, comme on peut voir avec du napoléonien, mais c'est plutôt à l'escarmouche, la trentaine de figurines. Et là, ça peut être vraiment intéressant de refaire des scénarios et de refaire des passages de films. Tout à fait. Voilà. Alors, on va descendre un peu dans le sud et toujours un peu en dehors des métropoles, mais on ne pouvait pas passer à côté de l'époque moderne et des pirates, hein, évidemment. Donc, les pirates, il y a L'île au trésor, qui est certainement l'un des romans les plus connus. Mais est-ce que tu en avais d'autres dans ta besace? Alors, dans l'île au trésor, moi je recommande la version Hugo Pratienne. Oui, en BD. Qui est magnifique. Alors, dans l'île au trésor, effectivement, alors, si on part sur les pirates et les bateaux, il y a déjà un roman qui s'appelle Les Messieurs de Saint-Malo. En fait, il y a trois romans. Il y en a deux qui se situent effectivement à cette époque-là, donc qui sont Les Messieurs de Saint-Malo et ensuite Le Temps des Carbeck. Donc, qui reprend l'époque on va dire, c'est la constitution de la Compagnie des Indes occidentales, donc pour la mise en valeur de Saint-Domingue qui avait été créée par Richelieu. Et ça va de l'autre côté jusqu'à donc la guerre de 7 ans. Pour le deuxième tome, le troisième tome est à l'époque moderne, hein, c'est sur le XXe siècle. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça reprend tout Saint-Malo avec la guerre de course, la pêche à la morue, ouais. Un acte économique très important puisque ça permettait de nourrir à la fois la communauté, la métropole, ça permettait de nourrir les esclaves. Il y avait tout un commerce avec le Portugal, les Cévennes et l'Italie, et un commerce triangulaire de toile aussi, puisque effectivement, et c'est là qu'on rejoint la toile de Nîmes, la fameuse toile de Nîmes. Ouais. Très bien connue. Et donc effectivement la guerre de course qui est décrite plus comme une guerre entre guillemets locale faite avec des petits bateaux dans la Manche, dans la mer du Nord, dans la mer d'Irlande, plutôt qu'une course au large faite avec des gros bateaux et des gros moyens. Ouais. C'est assez intéressant de ce côté-là. Alors effectivement, on en était sur des histoires de pirates. Mais il y a Conan Doyle encore qui est très prolifique, hein, puisqu'il nous a sorti quand même Contes de pirates et Crime en mer. Effectivement, oui, il y a ça. Qui sont deux romans de piraterie. Il y a un roman aussi qui a été écrit par Pierre-Marc Orland. Ouais. Qui s'appelle L'Ancre de Miséricorde et qui est un peu le pendant de l'île au trésor. Ok. Qui se passe donc sous Louis XV, dans la région de Brest, et qui là aborde plus le thème de
donc là, on est aussi encore sur le thème de l'adolescence, hein, comme dans l'îlot Trésor, mais qui aborde ça également en termes local, sur le terme de la contrebande et de la piraterie. D'accord. Donc c'est une autre vision. Ok. Donc, Je... pour donner la définition, l'angle de miséricorde, c'était la dernière ancre qu'on pouvait lancer en cas de tempête. D'accord. Merci pour la précision. Ben, si on a fini, alors évidemment c'est pas exhaustif, c'est tous les romans Loin que nous. d'être exhaustif. Alors c'est loin d'être exhaustif, c'est les romans que je connais Jean-Louis surtout et un peu moi. Mais voilà, si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Et puis comme ça permet un peu de partager chacun nos expériences et nos nos petites lectures ou découvertes. Alors, on va passer maintenant à la BD. Et est-ce que tu as des idées niveau BD? Alors, BD sur les pirates, il y a Oui, forcément Barbe Rouge, ouais, voilà, évidemment. classique de Jean-Michel Barnier, Ouais, Charlier par Huguinon, et avec, entre guillemets, fils spirituel, l'épervier de Pèlerin. Donc, Barbe Rouge, je ne sais pas s'il faut vraiment présenter. Hein. non, c'est assez. Barbe Rouge, Eric, Baba et Triple Patte. Ouais, Voilà, bien connu. L'épervier, c'est effectivement plus l'époque Louis XV, donc deux époques. oui. Mais il y a Première une époque très sur la très grande Guyane, série, la les deuxième permis. sur la Nouvelle-France qui n'est pas terminée. Ouais, Qu'est-ce qu'on peut avoir sur Louis XIV? Il y a aussi une série de Jacques Martin, toujours lui, hein, qu'on retrouve un peu partout, qui ouais, s'appelle Lovis, qui est pour une intéressante, qui est un peu didactique. Enfin bon, ouais. c'est du Jacques Martin, c'est du solide, hein, c'est pas forcément enthousiasmant, mais c'est bien. Mhm. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir en BD sur l'époque? Alors, un peu avant, il y a Les Chemins de Malfos. Ouais, Et puis, alors, si Louis XIII, il y a Les 7 vies de l'épervier. Les 7 vies de l'épervier. d'accord. Ouais. Là, il y a une série qui est déployée par Fayard, qui en fait un peu les grands personnages, et ils ont une série dans 2 tomes sur Louis XIV, qui est très très bien fait. Moi, j'ai eu les Napoléons, et je trouve que c'est très très bien pour entrer dans l'histoire. C'est fait par Morvan, vous lisez. Voilà, c'est très très bien. Alors c'est moins connu que les autres, mais je trouve qu'elle est vraiment bien faite pour suivre les pas du roi Soleil. Donc Euh, voilà, en termes de BD, alors après je me demandais, alors, après BD, il y a par contre, sur l'Amérique et effectivement, sur cette période, il y a tout ce qu'a fait Hugo Pratt. ouais, Notamment donc l'été indien sur ce qu'on a appelé la période des guerres du roi Philippe, donc juste après l'arrivée des Pilgrims Father. mhm, Donc ça c'est Pratt Manara et puis For Winning, qui est plus sur la période de la Révolution américaine, ouais, et Ticonderoga. ok. Moi honnêtement je connais pas. Donc, Ah, For Winning. je pensais à cette série, alors peut-être je sais pas si c'est une BD à la base ou si c'est un roman ou si c'est un film uniquement, mais ce voleur un peu célèbre de l'époque un voleur là très célèbre, le roi des voleurs. Est-ce que c'est l'époque moderne ou est-ce que c'est le Moyen Âge? Je ne sais plus. Je crois que c'est le Moyen Âge. Euh, Robin des Bois. Non, ça Robin des Bois, oui, mais Alors, c'était. Robin des Bois et Rob Roy. Pardon? Rob Roy, qui se passe Peut-être, en Écosse. peut-être. Je chercherai, mais voilà. Là, ça me. Vas-y. Avec Liam Neeson. Enfin, le film est avec Liam Neeson dans le rôle titre. Ok. Donc, est-ce qu'on a fait le tour pour la BD? Peut-être moins d'œuvres que les autres, mais bon. Voilà, ça se trouve. Ça se trouve. Ça se trouve. On va passer Puis maintenant. Ouais. en titre exotique, pardon, tu as aussi un tour de Bois-Maurice qui se passe en Pologne avec les dragons zélés. Ah, intéressant. Je Ah, le je note. savais que Je le ça note. t'intéresse. Non, mais c'est vrai qu'on est très là européocentré où on essaye un peu d'aller plus loin, mais bon, il y a certainement des séries à l'est, mais qu'on ne connaît pas. Alors, on va passer maintenant aux films. Donc on a fait on va repartir avec les films de l'époque de
Louis XVI, Louis XIV, pardon. Et moi, il y en a un qui avait marqué quand j'étais petit, c'était Louis Enfant Roi, il me semble. C'était un Oui, film qui est sorti en 93 et on suivait les premiers pas de Louis XIV, mais en tant qu'enfant. Et oui. moi, ce film m'avait pas mal marqué. C'est un film de Roger Planchon. Alors, Mm. je sais pas ce qu'il a fait, hein, mais bon, lui, voilà, ça m'avait rappelé parce que ben, je trouvais que c'était assez intéressant de s'intéresser à l'enfance de Louis XIV et ben, un peu toute sa formation. Voilà, donc c'était un peu mon conseil film en termes de pour Louis XIV, l'enfant roi. À toi, si tu as d'autres. Et ben, en fait, en recherchant, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas tant de films que ça, grands films sur, enfin, à mon avis, Oui, oui. j'en ai pas un qui me marque comme par exemple Barry Lyndon ou comme on a évoqué Le Dernier des Mohicans ou ce type de film. Ouais. C'est Alors, vrai que c'est un peu. Louis XIV, bon, Alors, il y a sur, toute la. sur Louis XIV, pas tant sur Louis XIV, il y a eu l'allée du roi sur ses relations entre Madame de Montespan et Madame de Maintenon, Mhm. qui est très intimiste. Un qui est, moi, que j'aime, mais à titre. Alors là, c'est très personnel et très spécial, c'est Tous les matins du monde, Mhm. qui est sur la musique, mais qui rend bien compte, par contre, de la musique de cour et du courant janséniste Ouais. protestant. Et bon, c'est sur la musique baroque. Bon, c'est un film quand même très spécial, mais avec une superbe prestation de Marielle, de Jean-Pierre Marielle. Donc, effectivement, c'est même sur l'époque. Ok. Ben Et alors, sur l'esprit de cour, ce qui est de la cour et ce qui n'est pas de la cour. ok. Alors, il y a une série qui est sortie qui est vraiment bien, qui a été financée par Canal il y a 3 4 ans, qui s'appelle Versailles, et qui vient sur toute cette histoire de Louis XIV et aussi son frère, hein, Philippe d'Orléans, il me semble, et la relation entre les deux, et c'est intéressant parce que c'est une relation un peu conflictuelle, mais à la fois de respect mutuel et d'amour, et je trouve que c'était vraiment intéressant d'à la fois donner l'importance à Louis XIV, mais aussi à son frère, qui semble être un personnage quand même assez atypique et assez important pour le royaume. Et vraiment, cette série est bien, puisqu'en fait, on voit le traumatisme qu'a été la Fronde pour Louis XIV, et comment par la suite il a réussi à tourner ça pour en faire sa puissance. Alors évidemment c'est romancé, évidemment il y a des personnages qui n'apparaissent pas, mais il y a quelques personnages qui sont intéressants, en particulier il me semble que le premier chef de la police secrète qu'avait mis en place Louis XIV, et qui a vraiment existé. Donc voilà, si vous pouvez la regarder, cette série, il y a 3 saisons. En termes de série, bon, film, série, on peut évoquer celle-là. On va peut-être un peu remonter dans le temps avec évidemment toute la série de films qu'il y a sur les 3 mousquetaires. À bas mot, je crois qu'il y en a une vingtaine. Voilà. Oui. Le premier que j'ai relevé, c'est 1916, 1921. Il y en a plusieurs dans Ah, les années ça, il y en 30. a même avant, il y en a même avant. Et Méliès en a fait un. voilà, Méliès a certainement dû en faire pour ce qui était des courts-métrages. Et le dernier que j'ai relevé, c'est 2013. Donc il y a quasiment il y a un film par décennie, quasiment, voire plus, sur les Oui. 3 mousquetaires. Et je compte pas les animés avec Mickey plutôt en mousquetaire. Est-ce qu'il y en a un qui t'a plutôt... non, je Ah, crois que tu disais tout à moi, je l'heure pense que... qu'il y a un qu'il faut arriver à voir, c'est Les Trois Mousquetaires, L''E''T, Mousquetaires, de Max Linder. Ça D'accord. reste quand même quelque chose. Ouais. Après, je pense il y a celui avec Jane Kelly, parce que c'est Jane Kelly. Mhm. Voilà. Et Ouais. ensuite, les deux des années 60. Il y en a un avec Bourvil dans le rôle de Planchet. Et le second, ça doit être Mylène de Mongeau qui était Milady. Voilà. Et comment le comte de Rochefort, c'était Claude Carliez. Alors, celui où il y a Belmondo, c'est celui de 59, il me semble. Non, non, il y avait pas. Enfin, Ah, il y en non, a un où il y a Belmondo. il y a Belmondo. C'était Bourvil qui jouait le rôle de Planchet. D'accord. Je crois que c'était avec Georges Marchal. Et il y en a un autre, donc il y avait Mylène de Mongeau et Claude Carliez. Claude Carliez, c'était le méchant des films de KPDP quand j'étais petit. D'accord. Et c'est quoi ce film de KPDP où il y a toujours Yves Montand, non?
il n'y a pas plusieurs films là de KPDP. Bon voilà, il y a tous les films de KPDP des années Non, 60-70. pourtant, il n'a pas fait de film ce qui se rapproche le plus, c'est Ruy Blas, Il est l'or, Monseigneur. Mais il n'a Oui, pas mais fait de KPDP. Non, c'était, comment il s'appelle, Jean Marais qui était. ah voilà, Jean Marais. Mais il y en a une pléthore de films de KPDP si vous voulez. C'est Bon, le Bossu, Le euh, Capitaine. qui est la meilleure version d'ailleurs. Le Bossu avec Jean Marais et Bourvil, c'est vraiment ce qui se fait mieux, quoi. Voilà, donc il y en a une. Il y a Cartouche, voilà, c'est Cartouche que j'ai fait tout Cartouche, à l'heure. alors Cartouche, c'est Belmondo, Jess Anne et Jean Rochefort. Là, Voilà, on frise le sublime. voilà, Sur donc vous avez toute cette série Capitaine Fracasse, etc., Le Bossu. également. Donc on est dans l'époque un peu moderne. Et si on va un peu plus loin dans la gare en dentelle, il y a Fanfan la Tulipe. Fanfan la Voilà, Tulipe est à évidemment. voir. Voilà. Donc là, vous avez un peu un panel de films. On ne peut pas parler de période moderne, tout ça, sans parler évidemment de la guerre de 30 ans. Et là, en guerre de 30 ans, on a quand même quelques films. Et un qui est assez, qui a quand même bien marché, c'est Capitaine à la Triste, qui est un film de 2006. Vous pouvez facilement retrouver des extraits sur YouTube. Et en fait, on suit l'histoire d'un officier espagnol et à l'époque du roi Philippe IV d'Espagne. Et il y a une reconstitution de la bataille de Rocroi, où les carrés espagnols sont fortement mis à mal. Et donc voilà, ça vous permet un peu de voir un film un peu récent sur la guerre de 30 ans. C'est vrai qu'en général, il y a assez peu de films qui parlent de cette époque, même si la guerre a été quand même particulièrement terrible pour l'Europe. Ben, c'est assez peu mis en avant dans des films, au final. Faudra peut-être rechercher chez les Tchèques. Je Hmm. pense que les Tchèques ont dû faire des choses là-dessus. Le dernier aussi que je voulais vous proposer, c'était La Vallée perdue en 1971 avec Omar Sharif à l'intérieur, où on a des mercenaires qui arrivent dans une vallée, qui amènent la peste avec eux, et on a une critique un peu de la guerre, mais aussi du fanatisme religieux. Voilà, qui peut être, Je c'est sais les deux pas que je vous si le propose. scénariste, c'est pas Alistair MacLean. Je ne sais pas, je sais que c'est un film de James Clavell. Voilà. Alors donc James Clavell, par contre, oui c'est ça. C'est James Clavell, c'est celui qui a écrit Shogun. D'accord, oui, tout à fait, c'est celui qui a écrit C'est Shogun. l'auteur de Shogun. Ouais, et aussi, il me semble que c'est le scénariste de La Grande Évasion. Ah, peut-être. Voilà. Donc, c'était pour les films sur la guerre de 30 ans. On peut évoquer, pour tout ce qui est piraterie, il y en a une pléthore de films de pirates, hein. Je pense que c'est pareil, c'est un peu un style en soi, en fait, le film de piraterie. Mais on peut évoquer même si c'est un peu, évidemment, il y a toute la série des Pirates des Caraïbes actuellement, même si c'est trop Non. différent, Euh, mais ça reste dans cette époque-là. Pirate. Pirate, très bien. Voilà. Mais vraiment, les films de pirates en soi, c'est énorme. Je crois que il y en a par décennie, il y en a une flopée. Donc Ah, pas vraiment, tant que ça non plus, pas tant que ça non plus. Mais non, parce qu'un bon film de pirate, il doit y avoir des pirates, il doit y avoir des gentils, des bons, des méchants. Non, c'est un. Normalement, il faut un style, faut un style. oui, mais il y en avait un que quand faudrait que je remette la main dessus, mais un qui est quand même assez connu, hein, qui tournait pas mal dans les années 90 à la télé. Bon, évidemment, il y a toutes les adaptations de L'île au trésor, etc. Barbe Noire, Surcouf, Le Tigre des Sept Mers, Ah oui. etc., etc. Donc, il y a franchement, en termes de pirates, il y a de quoi faire. Donc là, vous pourrez trouver votre bonheur. On va Il y avait pour ceux qui veulent rechercher sur l'INA, Ouais. je crois qu'il y avait un truc qui s'appelait, alors je sais plus si c'est Corsaire ou Flibustier, ou Pirate et Flibustier. D'accord. Bon, il y avait le fameux Claude Carliès qui jouait le rôle de l'Olonnais, qui était un fameux pirate flibustier qui a mal terminé sur les côtes du Venezuela ou de Guyane, de mémoire. D'accord. Bon, on passe maintenant à la Nouvelle-France. Mais peut-être avant de quitter la métropole, on était déjà parti sur les pirates, évoquer quand même Barry Lyndon, Barry qui Lyndon. est sur la période l'un des classiques. Personnellement, c'est pas mon préféré de Kubrick, mais clairement, c'est l'un des très rares
voire l'un des seuls films sur l'époque, on va dire, de l'époque moderne, l'époque guerre en dentelle, qui est bien réalisé. Oui, probablement pour ma génération, ça a été un choc quand même, hein. Oui, avec cette réalisation en long plan double, qui Oui, était quand même, assez, avec des zooms lents, tout ça arrière, qui était particulièrement remarquable pour l'époque. Et on peut penser aussi au nombre de figurants, hein, puisque je me souviens qu'il y a plusieurs batailles, et puis même la reconstitution de l'époque était quand même assez oui, oui. fidèle. C'est vraiment un film qui est très, très spécial. Mais enfin, Kubrick est spécial de toute façon. Oui, voilà, tout à fait. Donc c'est quand même, à mon avis, un film clairement à voir, hein, sachant que l'idée principale c'était quelque chose c'était quelque chose de faire, de faire quelque chose sur Napoléon et Waterloo, mais il a pas réussi à réaliser ce film-là, et donc il est parti sur la guerre de 7 ans. Alors, on part maintenant sur un film aussi qui a marqué ton époque, Jean-Louis. C'est Le Dernier des Mohicans, hein. Film de 93 avec une bande de son mythique. Et Oui, donc qui reprend l'histoire, et vraiment là aussi c'est un très très grand film. tout à fait. Tout à Voilà. fait. Effectivement, au niveau réalisation, l'image, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ouais, oui, vraiment c'est et bon, évidemment les Français sont les méchants, hein, Oui, mais et dans le cas, les Français sont les méchants. Donc, voilà. Mais non, non, voilà. C'est pas les Français qui sont les méchants. oui, C'est oui, les. Ce qui est assez marrant, c'est que les hérons, a priori, à l'époque, ne devait plus y en avoir beaucoup. Mais bon. oui, 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 et il y a en particulier l'acteur qui joue le méchant est assez, il a tourné dans pas mal de westerns, il me semble, à une certaine époque. Le méchant Huron, euh, je crois que c'est Eric Zweig. Ouais, Mais en tout cas, c'est un vrai méchant. voilà, ouais, il a, Il a et une tête de méchant, il est méchant. c'est ça. Alors, Donc, bon, voilà, il a une tête de méchant. Donc, évidemment, le dernier de Mohican, si vous voulez regarder. Ensuite, ben, en termes de films, je crois qu'on a à peu près fait le tour sur cette époque, hein. On l'a dit, Les Trois Mousquetaires, il y a quelques films sur Louis XIV, mais assez peu. Très peu sur la guerre de 30 ans, et sur la fin de la période de guerre en dentelle, il y a quand même Barry Lyndon, et puis les films de Gras. sur l'époque, si, il y en a quand même deux. Hmm. Disons sur la Régence, le bossu, enfin les deux bossus, Oui, 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 on l'a évoqué, ouais. et que la fête commence. Ok. Voilà. Ben, je pense Et on a qui sont plus sur la période que effectivement sur le côté militaire de la chose. Oui, oui, oui. Oui, parce que nous, on vous rappelle, c'est un peu s'intéresser à tout ce qui est où il y a des batailles. On aime bien les batailles. S'il y a des batailles, c'est pas intéressant s'il y a pas des batailles. Voilà. Mais bon, Donc, ben, je pense qu'on a fait un peu près le tour, hein, sur cette époque de l'époque moderne qui va de la fin du Moyen Âge à la veille de la Révolution française. J'ai oublié de noter évidemment tout ce qui était sur les films de Cromwell. Il y a un Cromwell des années 70 qui est intéressant sur la guerre civile anglaise. En termes de roman, moi j'ai pas trop d'idées. Et il y a The Patriot, mais là on touche quasiment à la Révolution française, avec Mel Gibson. Patriot, oui. Alors, c'est vraiment limite. Ouais, The Patriot est intéressant. Alors, à la reconstitution, The Patriot est intéressant sur deux choses. Enfin, en termes de, je pense, militaire, c'est l'embuscade du début du film sur effectivement la capacité de tir des Américains par rapport aux Anglais, par rapport au feu de ligne. ouais, À la fin du film, sur la bataille Yorktown. sur la tenue au feu des milices Hmm, américaines par rapport au feu réglé anglais. oui, Là, j'ai bien vu, c'est à partir du moment où on a fait du char. C'est effectivement le char practice, effectivement joue vraiment sur la tenue au feu. Et là, on comprend bien l'importance de tirer les premiers messieurs les Anglais de Fontenoy. Donc sur cette période, il y a The Patriot et il y a un film qui est beaucoup plus ancien et peut-être moins connu et plus, j'ai un souvenir plus mitigé, brouillon, qui est 1776, ouais, qui est sur la Révolution américaine. Et notamment, je crois que c'est la bataille de, je l'ai vu une fois, mais il y a très très longtemps, c'est la bataille de Bunker Hill, où effectivement on voit
la capacité des Américains à tirer des snipers américains, Oui. à tirer les officiers, les sous-officiers anglais, et à la troupe anglaise à avancer par rapport aux tirs réglés et à rejeter les Américains, puisqu'elle les rejeter très loin. Mais avec la capacité des Américains à décimer effectivement tout ce qui était officier à l'époque. Ouais. Voilà. Et quand je pense à The Patriot aussi pour l'apport des Français quand même dans le bordel, puisqu'il y a toute une partie où on voit hein, clairement l'apport de Lafayette et de la flotte française qui bloque les renforts britanniques et qui en fait clairement fait le tournant de la guerre, puisque sans aide extérieure, les Britanniques perdent la bataille décisive. Hein. Beaucoup plus long. À ce moment-là, tu as deux films qui sont des années 60 aussi. Tu as, je crois que c'est Lafayette, Ouais. le marquis de Lafayette, avec Michel Leroyer dans le rôle titre. Et tu as aussi un film sur la guerre de 1812, mais alors, donc là on est quasiment en limite, sur la bataille de la Nouvelle-Orléans. D'accord. Avec les flibustiers. Mais là, il faudrait refaire des recherches parce que je n'ai plus le titre en tête. Ça marche. Bon, mais je crois qu'on a été assez complet sur le sujet. Merci Jean-Louis, puis de science en littérature. N'exagère pas non plus. Ah ouais, non, en tout cas plus que moi. De toute façon, on essaiera de se refaire une vidéo comme ça, un peu échange sur des romans historiques. Là, on a fait une période qui est quand même assez large, hein, fin du Moyen-Âge, début à la veille de la Révolution française, sur les trois médias, BD, romans et films et séries. Et puis on essaiera de se refaire ça sur une autre période. Voilà. Un dernier mot, Jean-Louis? Ok. Ça marche. Allez. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.